Madame, Monsieur, bonjour. Les Noirs sud-africains sont-ils encore traumatisés par les affres de la ségrégation raciale? Ont-ils ras-le-bol de vivre dans la précarité, dans la misère totale pour la plupart? Quel est le levain qui a pu susciter la montée d'adrénaline au point de voir les Noirs s'attaquer aux Noirs? Comment comprendre l'éruption de la violence en Afrique du Sud? Quelles sont les solutions efficaces pratiques pour faire face à la xénophobie? Pour en parler donc ce matin, dans le cadre de cette édition de Panafricanisme 101, Simon Yefou, écrivain, enseignant. Quand je parle d'écrivain, il est donc l'auteur d'un très grand et volumineux ouvrage, Le terrorisme international d'hier à aujourd'hui. Il est donc notre invité. Simon Yefou, bonjour. Bonjour Louis-Roger et merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter une fois de plus sur votre plateau de Panafricanisme 101. Je dis aussi bonjour à tous les panafricanistes qui nous regardent à travers les 4 points cardinaux. Bonjour à tous les techniciens grâce auxquels nous sommes écoutés et regardés à travers le monde. Alors vous avez suivi l'actualité sud-africaine comme nous avec cet élan de violence, de xénophobie. Quel commentaire vous a suscité cette actualité? Évidemment, Louis-Roger, j'ai été très ahuri d'apprendre ces actes de xénophobie en Afrique du Sud. Mais je n'étais pas très surpris de cela parce que ce pays, l'Afrique du Sud, a une tradition de violence qui remonte à plusieurs siècles. Cela veut dire que ces actes de violence qui ont éclaté dimanche dernier ne sont pas une grande surprise, puisque si nous remontons dans le passé, nous allons nous rendre compte qu'il y a des raisons, les raisons récentes, des raisons anciennes, qui font en sorte que les Sud-Africains soient particulièrement violents. Pour parler des violences quelque peu récentes, parce que les violences qui ont éclaté dimanche dernier sont la suite logique de celles de 2008, parce que déjà en 2008, il y avait eu 62 morts, c'est-à-dire des Noirs africains massacrés par des Noirs sud-africains qui s'en prenaient à des ressortissants d'autres pays africains, comme si c'est eux qui étaient à l'origine de leur souffrance. Je rappelle que l'Afrique du Sud, qui est un pays de 55 millions d'habitants, 70% composé de Noirs, qui représente la tranche la plus pauvre de la société, parce que le chômage représente 29% de la population, essentiellement des Noirs. Et malheureusement, ils se rendent compte que peut-être, ils se disent que ce sont les étrangers qui sont la cause de leur malheur. Et aussi, je voulais rappeler que depuis la fin de l'apartheid, au début des années 90, l'Afrique du Sud est devenue progressivement la première puissance industrielle du continent africain. Et avec cette puissance, elle a attiré, ce pays a attiré les travailleurs venus de pratiquement toute l'Afrique, notamment des pays voisins et même des pays lointains, ces ressortissants africains ont développé des affaires dans ce pays, l'Afrique du Sud. Certains travaillent dans les mines, d'autres dans le commerce. Et comme la majorité noire est plongés dans le chômage. Ils se disent que peut-être sont ces étrangers qui sont à l'origine de leur malheur. Or, je voudrais dire que dans ce cas-là, les Noirs sud-africains se trompent malheureusement d'ennemis. Leurs véritables ennemis, c'est la minorité blanche. Je vous rappelle que la minorité blanche en Afrique du Sud représente seulement 8% de la population. Or, c'est eux qui ont entre leurs mains les richesses du pays, de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, c'est eux qui ont conservé les meilleures terres, reléguant les Noirs dans des zones hostiles. Donc, leurs véritables ennemis, ce ne sont pas les autres Noirs africains, ce sont les Blancs
qui, depuis la fin de l'apartheid, il n'y a pas eu de réforme agraire, il n'y a pas eu de redistribution des richesses, d'où la pauvreté des Noirs qui se défoulent, au lieu de se défouler sur les vraies cibles, se défoulent plutôt sur leurs frères africains. Donc, il y a eu ces accès de violence de 2008 qui ont été complétés par des accès de violence encore en 2015, qui ont provoqué aussi peut-être une dizaine de morts. Mais et comme il y a une véritable impunité qui est instaurée comme un véritable système dans ce pays, ils ont cru devoir recommencer cela en l'an 2019 en s'attaquant à des frères noirs africains, avec toutes ces violences auxquelles on a assisté, avec cette destruction de biens, avec ces morts, ainsi de suite, avec tous les représailles qui ont été perpétrées dans d'autres pays africains, qui ne comprenaient pas comment les Noirs sud-africains peuvent s'en prendre à ce niveau-là à des Noirs africains. Donc, je dis que il y a ces violences récentes, mais si on remonte dans le passé, dans l'Afrique du Sud, il y a une tradition de violence depuis, c'est-à-dire pour ne pas remonter très très loin dans le passé, si nous arrêtons au XVIIe siècle, quand les premiers Blancs, je rappelle que les premiers Blancs arrivent en Afrique du Sud en l'an 1652, et c'est les Hollandais, protestants hollandais qui fuient les guerres religieuses, juste à la suite de la réforme protestante en Europe. Il y a eu une guerre très violente entre les catholiques et les protestants. Il y a une partie des protestants néerlandais qui ont fui, qui se sont installés en Afrique du Sud. Et quand ils sont entrés en contact avec les autochtones noirs, la violence a commencé en ce moment-là. On peut dire que ces violences n'ont jamais véritablement cessé. Et entre-temps, comme l'Afrique du Sud est un pays très multi-ethnique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes ethniques dans ce pays qui ne s'entendent pas toujours. Et il y avait, on se rappelle de Chaka, le roi des Zoulous, avec les guerres interminables qu'il a menées contre les autres groupes sud-africains. On peut dire que ces traditions guerrières sont restées pratiquement dans le sang des Sud-Africains qui profitent très souvent des moindres occasions pour avoir un accès de violence. C'est pour ça que l'Afrique du Sud est classée parmi les pays les plus violents du monde, avec l'un des taux de criminalité les plus élevés dans le monde. Et comme c'est-à-dire la police sud-africaine est parfois dépassée par les événements, il y a des endroits d'Afrique du Sud où la police ne met pas pied. Parce que la police elle-même a peur des représailles ou bien de ce qui peut lui arriver dans ces zones-là. Voilà, merci Simon pour ce rappel historique qui nous permet de recentrer donc nos échanges ce matin. Alors, est-ce à dire que cette philosophie qui a été prônée par les pères fondateurs du panafricanisme, c'est-à-dire l'unité africaine, la solidarité entre les peuples, est-ce à dire que cette politique est aujourd'hui mise à rude épreuve parce qu'on vit aujourd'hui en Afrique du Sud? Absolument, lui, Roger. Avec tout cela, c'est-à-dire on pourrait s'interroger sur cette nation qui a été méthodiquement formée par Nelson Mandela à partir de 1994, quand il a été élu président de la République à la suite des premières élections multiraciales qui ont été organisées en Afrique du Sud le 27 avril 1994. Nelson Mandela qui a créé cette nation qu'il appelle nation arc-en-ciel, qui était censée vivre dans la paix. Et malheureusement, on se rend compte que les Noirs sud-africains ont la mémoire courte parce que dans leur long combat contre les racistes blancs, les pays africains en général et les pays frontaliers de l'Afrique du Sud en particulier ont payé un lourd tribut dans leur soutien au mouvement en lutte contre l'apartheid. On se rappelle des raids meurtriers que le gouvernement raciste de Pretoria organisait contre des pays voisins comme le Zimbabwe, comme le Mozambique. On se rappelle Samora Machel, le président mozambicain, avait fait un accident d'avion suspect en Afrique du Sud. Certains soupçonnent que son avion a été victime d'un sabotage orchestré par les racistes blancs d'Afrique au pouvoir à Pretoria. C'est-à-dire que c'était comme une vengeance
alliance de ce régime par rapport aux pays voisins d'Afrique du Sud pour soutien aux Noirs en lutte contre la discrimination raciale. C'est-à-dire que si aujourd'hui les Noirs sud-africains s'en prennent à d'autres Africains, c'est qu'ils mettent le panafricanisme bâti par les pères fondateurs à rude épreuve. Et c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont la mémoire courte, ils ne se rappellent plus de ce soutien, c'est-à-dire ces pays, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, qui ont abrité les bases de l'ANC, les bases arrières de l'ANC en lutte contre ce régime et qui ont payé le prix fort. Il y a beaucoup de ressortissants de ce pays qui ont été assassinés dans cette période, étant victimes parfois des dégâts collatéraux, c'est-à-dire à la poursuite des militants de l'ANC, il y avait des dégâts qui étaient commis contre les ressortissants de ces pays. Donc, sans compter le reste de l'Afrique, c'est-à-dire toute l'Afrique, dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque, il y a une solidarité du continent africain contre ce régime. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a un manque d'éducation historique, c'est-à-dire un manque d'entretien de la mémoire, un devoir de mémoire, un manque d'entretien de la mémoire dans ce pays. C'est-à-dire, si ça avait été le cas, on ne pourrait pas assister à de telles scènes, c'est-à-dire où on s'en prend à des Africains, c'est-à-dire où les Sud-Africains osent s'en prendre à des Africains en oubliant ou bien en feignant d'oublier tous les sacrifices, tous les soutiens que ces pays leur ont apportés dans leur lutte implacable qu'ils menaient contre le tout-puissant pouvoir raciste au pouvoir à Pretoria en Afrique du Sud. Alors, M. Simon Yefo, on devrait quand même dire que ce regain de violence en Afrique du Sud vient aussi compromettre toujours cette philosophie prônée par les chantres du panafricanisme tels que Kwame Nkrumah et autres, qui visaient à mettre en place entre les États cette libre circulation des hommes et de leurs biens, ce commerce intra-africain. On se rend compte que à l'heure où l'on parle aujourd'hui d'une grande zone de libre-échange intercontinental en Afrique, que ces actes de vandalisme risqueraient de compromettre cette autre vision panafricanisme que les chefs d'État viennent de conclure, ces chefs d'État qui sont membres de l'Union africaine. Justement, Louis Roger, comme vous venez de le dire, ces accès de violence sont c'est une véritable catastrophe pour ce projet d'union économique continentale que le président Paul Kagame s'est attelé à mettre en place pendant son mandat de président en exercice de l'Union africaine. Et je rappelle que l'Afrique du Sud s'est même fait tirer les cheveux avant de ratifier, avant de signer même cet accord, c'est-à-dire avec le Nigeria, qui sont les deux géants économiques du continent, se sont fait tirer les cheveux pour signer ou bien pour ratifier cet accord de libre-échange au niveau du continent. Or, nous nous rendons compte que tant que, c'est-à-dire conformément à la philosophie prônée par Kwame Nkrumah, l'un des pères fondateurs du panafricanisme africain, tant que l'Afrique, l'avait dit Africa must unite, tant que l'Afrique ne s'unit pas, elle est appelée à jouer les seconds rôles, ou bien les derniers rôles dans le monde. Voilà le continent africain qui est grand importateur mondial des produits agricoles, parfois des produits qu'on produit sur le continent et qu'on ne parvient pas à distribuer, à échanger sur l'ensemble du continent parce que les conditions ne sont pas réunies. Il y a des barrières douanières parfois, c'est-à-dire incompréhensibles qui existent entre certains États du continent, alors que en instaurant une zone de libre-échange, cela permettrait à l'Afrique de prendre le pas, c'est-à-dire de décoller véritablement économiquement. Puisque l'Afrique, sur 30 millions de kilomètres carrés, on a 54 ou bien 55 États, avec d'autres États qui sont en train de se battre pour vouloir se créer, alors qu'on estime déjà que 54-55 États sur 30 millions de kilomètres carrés, c'est trop. Je rappelle que la Russie, à elle seule, c'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés, un seul pays. Or, sur 30 millions de kilomètres carrés, on a 54 États. C'est-à-dire, c'est des entités qui ne peuvent pas être viables, c'est-à-dire sur le plan économique.
Or, en mettant en place une zone de libre-échange au niveau du continent, l'Afrique peut parler fort. C'est-à-dire, les échanges intra-africains vont permettre de ne plus importer systématiquement beaucoup de choses de l'étranger. Or, quand des géants économiques du continent, tels que l'Afrique du Sud et le Nigeria, surtout l'Afrique du Sud, qui non seulement ne voulait même pas ratifier cet accord de libre-échange, et ces populations se permettent d'organiser des actes de xénophobie contre d'autres Africains, cela met à rude épreuve ce projet d'union économique au niveau du continent, ou bien de zone de libre-échange au niveau du continent. L'Europe est devenue une grande puissance grâce au marché commun qui a été instauré à partir de 1958 avec la communauté économique européenne. Les gens circulent en Europe sans tenir compte des frontières. Malheureusement, sur le continent africain, pour circuler d'un pays à un autre, c'est toute une histoire. Non seulement on circule difficilement, mais une fois même installé dans votre pays d'accueil, vous êtes souvent la cible des actes de xénophobie. Avec tout cela, l'Afrique ne peut pas progresser, ne peut pas décoller économiquement. Et on aura beau faire tous les efforts, ils seront multipliés par 0 à chaque fois. Alors, si vous prenez l'antenne, c'est Panafricanisme 101 sur Africa TV, votre télévision, et nous parlons bien évidemment de ce regain de violence en Afrique du Sud, ces actes de xénophobie. Et pour revenir à vous, Simon Yefora-Blanc, vous êtes historien et vous avez commis un très grand ouvrage sur le terrorisme international d'hier à aujourd'hui. Je voudrais que l'on revienne sur les actes que les chefs d'État peuvent véritablement poser dans leur pays pour éviter ces actes de xénophobie. On a comme impression que ce qui a poussé les Noirs sud-africains à se révolter, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de travail, donc il faut résoudre la question du chômage, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi, il faut revoir cela. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps que Cyril Ramaphosa, que le président sud-africain, essaie de revoir sa politique en matière d'amélioration du cadre de vie des Sud-Africains? Oui, Louis Roger, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que les Sud-Africains qui ont osé attaquer les autres frères africains l'ont fait parce que beaucoup étaient des chômeurs. C'est-à-dire, généralement, comme on dit généralement en langage familier, quand les gens mangent, ils se taisent, ils restent tranquilles. Mais quand ils ont le ventre vide, c'est-à-dire c'est souvent l'occasion de tous les excès. Et à propos de Cyril Ramaphosa, je voudrais dire que cette violence, c'est-à-dire qui a éclaté dimanche dernier, il a fallu attendre peut-être 48 heures, voire plus, pour qu'il réagisse. Et la police, on a même accusé la police sud-africaine parfois de complicité avec les agresseurs, avec tous ceux-là qui s'attaquaient à des biens en ciblant particulièrement les ressortissants d'autres pays africains. Ça veut dire que le régime sud-africain a d'abord laissé faire avant d'essayer de se rattraper par la suite. Bon, bien sûr que par la suite, là, ils ont essayé de se rattraper. Bon, on parlait de beaucoup d'émeutiers ou bien de pilleurs qui ont été arrêtés et emprisonnés. Et aussi, je voudrais, pour répondre à la question, c'est-à-dire le système d'apartheid qui a été démantelé à partir du début des années 90 et qui a vu même, c'est-à-dire après l'accession au pouvoir de Nelson Mandela, on peut dire que ce système n'était fini que sur le plan institutionnel, mais sur le plan économique, le système est encore en place. C'est-à-dire tout ce qui a hérité de l'apartheid sur le plan économique est en place presque totalement. Bon, paix à son nom, Robert Mugabe est décédé aujourd'hui. Il a osé faire au Zimbabwe ce que jusqu'à présent aucun dirigeant sud-africain depuis la fin de l'apartheid n'a osé faire. La réforme agraire. La majorité des terres, près de 70 à 80% des terres en Afrique du Sud sont détenues par la minorité blanche, qui représente 8% de la population sud-africaine. Au Zimbabwe, Robert Mugabe a été obligé d'utiliser la force pour les expulser de ces terres-là.
Et il avait parfaitement raison de le faire. Parce que cette terre-là appartient aux Africains. Ça, ce sont des étrangers, des Européens qui sont venus s'installer en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Je rappelle qu'à l'époque, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, c'était les Rhodésies. Oui, Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. Donc, c'est des pays qui avaient le même système économique qui ont été mis en place. Robert Mugabe a osé faire cela parce que les Européens, notamment la Grande-Bretagne, qui avait promis aider le Zimbabwe indépendant à réaliser la réforme agraire, ne l'a pas fait. Et Robert Mugabe a été obligé d'utiliser ses propres moyens pour faire cette réforme agraire. Donc il y a une volonté politique et pour mettre en place cette réforme agraire, absolument. Cyril Ramaphosa devrait quand même rentrer dans l'histoire. Donc je voudrais donc dire que quand l'apartheid se termine, Nelson Mandela n'a pas osé faire le premier pas en direction de cette réforme agraire. Il a laissé les biens que les Blancs ont illégitimement gagné, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pris par la force. Et Jacob Zuma également n'a rien foutu. Oui, Jacob Zuma n'a rien fait, l'autre, Thabo Mbeki n'a rien fait. Il y a Cyril Ramaphosa, bon, en arrivant au pouvoir, il a annoncé la couleur. Je l'ai entendu dire qu'il va réaliser cette réforme agraire, mais on attend et le temps est en train de passer. C'est comme si les Sud-Africains, par cet accès de violence, lui rappellent quelque peu cela, c'est-à-dire ces promesses électorales qui ne sont pas en train d'être réalisées, que une fois, c'est-à-dire l'apartheid est censé être terminé sur le plan institutionnel, mais sur le plan économique, sur le plan social, même parfois, les séquelles de l'apartheid ou bien même l'architecture de l'apartheid restent bien en place, d'où ces accès de fièvre qui entraînent cette violence. Donc, les autorités au pouvoir à Pretoria actuellement sont interpellées de faire quelque chose, parce que 29% de la population en chômage, c'est trop. Ça veut dire que c'est des gens qui passent leur journée à ne rien faire, sont pauvres, et à la moindre occasion, ils sont prêts à recourir à la violence, même en transgressant certaines règles qu'il ne fallait pas. Nous sommes en train de dire qu'ils pouvaient s'en prendre à tout, sauf aux frères africains, qui les ont aidés pendant les moments difficiles à sortir des griffes des Blancs, qui les ont asservis, qui les a mis en esclavage pendant des siècles. Parce que j'ai dit que les premiers Blancs sont arrivés au XVIIe siècle, en 1652. Je me rappelle, dès qu'ils sont arrivés, la traite négrière a commencé en Afrique du Sud. Parce qu'ils ont commencé, dès qu'ils sont installés, ils ont commencé à faire venir des Noirs pour les transformer en esclaves et travailler dans leurs fermes. Et c'est même les circonstances de l'abolition de la traite négrière. Parce que quand les Britanniques sont installés en Afrique du Sud, au début du 19e siècle, il y a eu conflit entre les Britanniques et les anciens Hollandais. Parce que les Britanniques voulaient qu'on abolisse la traite négrière. Or, les anciens Hollandais voulaient qu'on maintienne la traite négrière. Or, en transformant, ils ont pratiquement réussi leur coup en transformant la traite négrière en apartheid. Parce que c'est la suite logique de la traite négrière. Ils ont donc dit que, comme on a dit que les Noirs ne sont plus les travailleurs, on va voir comment ils vont évoluer sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan institutionnel. Ils ont récupéré tout entre les mains des Noirs. Il a fallu cette longue lutte menée notamment par l'ANC, créée à partir de 1911-1912 pour briser les règnes de l'apartheid, pour que les Noirs puissent accéder au pouvoir avec Nelson Mandela en 1994. Donc, il y a cette réforme agraire, cette redistribution de richesses qu'il faut à tout prix mettre en place en Afrique du Sud pour que chaque Sud-Africain puisse profiter des dividendes des richesses. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de cette réaction, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'il y a des chefs d'État qui ont réagi, et il y a des personnalités qui ont réagi par rapport à cette regain de violence, C'est ce qui voudrait dire également qu'il y a encore quelques germes de panafricanisme qui animent encore certains chefs d'État. Par exemple, Mohamedou Buhari, qui a dû interrompre sa visite. Il est participé au Forum économique mondial au Cap. Il n'y est pas rendu. Il y a également d'autres décisions qui ont été prises. C'est quand même dire que quelque part, les gens prennent conscience de la nécessité de mettre un terme à la barbarie des Noirs.
Justement, lui, Roger, c'est-à-dire, bon, bien sûr, certains dirigeants ont réagi, vous avez fait allusion à Mohamed Bouhari, sa réaction était, oui, oui, et sa réaction était surtout aussi due au fait que parmi les victimes des actes de xénophobie en Afrique du Sud, oui, il paraît que les Nigérians étaient une cible, une cible privilégiée parce qu'ils sont prospères, c'est-à-dire il y a la prospérité. Or, c'est ceux-là qui s'attaquent à ces biens-là, à ces biens des Nigérians, parfois ils ne se rendent pas compte que parfois c'est eux, c'est-à-dire ils emploient même certains Sud-Africains. Donc en s'attaquant à leurs biens, c'est aussi une manière de mettre quelques Sud-Africains qui avaient pu trouver de l'emploi en chômage, en difficulté. Donc, il y avait ces réactions. Bon, on a suivi la réaction du président Bouhari qui a refusé de se rendre au Forum économique mondial. Il y a même Paul Kagame qui a aussi refusé de se rendre là-bas. Il y a la réaction du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a réagi. Cela veut dire qu'il y a eu même l'Afrique du Sud, c'est-à-dire on était même sur le point de la rupture, c'est-à-dire que des relations diplomatiques, parce que au Nigeria, il y a eu des représailles, ce qui est malheureux. Ce qui est véritablement malheureux parce que s'il faut les représailles, ça va entraîner des actes incontrôlés, c'est-à-dire qui seront s'enchaîner. Puisque au Nigeria, il y a des gens qui, par représailles, sont descendus dans la rue pour attaquer les investissements sud-africains au Nigeria, notamment les locaux de MTN qui ont été attaqués, entraînant même la fermeture des agents de ce géant de télécommunications sur l'ensemble du territoire nigérien. Or, le Nigeria, c'est le poids, c'est le plus grand client, c'est-à-dire avec ses 200 millions d'habitants, c'est le plus principal marché de ce genre de télécommunications. Ça veut dire que les Sud-Africains, en laissant ou bien en ne pas gérant cette crise-là de manière appropriée, ont laissé beaucoup de plumes. C'est-à-dire aussi bien sur le plan économique que sur le plan diplomatique, parce que ça ternit beaucoup l'image de l'Afrique du Sud à l'échelle continentale, à l'échelle mondiale. Vous imaginez ce forum-là, Forum économique mondial, l'Afrique du Sud est classée dans les, c'est-à-dire les pays émergents, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer dans un pays pareil, qui est classé parmi les pays émergents, c'est-à-dire au même pied de qualité que l'Inde, que la Chine, que le Brésil, vous voyez. Donc, il y a des choses qui ne devraient pas être tolérées dans ce pays. Donc, il y a ces réactions, c'est une bonne chose. Je crois que c'est même à la suite de ces réactions qui ont réveillé enfin les autorités sud-africaines pour qu'elles prennent des mesures pour mettre un terme à ces actes de violence. Parce que les émeutiers ou bien les pillards étaient déterminés à aller jusqu'au bout de leur logique. Et ils ont bien préparé leur coup. Parce qu'on a vu même des appels circuler sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas dire que les autorités sud-africaines nous disaient qu'elles ont été surprises. On a vu des appels circuler sur les réseaux sociaux où ils avertissaient les étrangers de quitter leur pays avant une certaine date. Sinon, ils devaient récolter ce qu'ils avaient sémé. Mais il faut dire que ce cas que nous vivons aujourd'hui en Afrique du Sud n'est qu'un cas parmi tant d'autres. On a vu récemment la Guinée équatoriale construire nuitamment, on peut le dire, une barrière à sa frontière avec le Cameroun, comme pour dire qu'il ne voudrait plus de citoyens camerounais dans son territoire. On a vu tout récemment la Coupe d'Afrique des Nations, ces actes posés par nos Africains blancs du Maghreb. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui les chefs d'État du continent s'asseyent pour essayer de mettre véritablement un terme à ces actes de xénophobie et cette repulsion des Africains vis-à-vis des Africains qu'on essaie de voir un peu partout sur le continent africain? Oui, lui, Roger, on peut dire que le panafricanisme prôné par les pères fondateurs, que ce soit les pères fondateurs américains, que les pères fondateurs africains, a du plomb dans l'aile avec tout ce que vous venez d'évoquer. Pas seulement des actes de xénophobie, c'est-à-dire du quasi-racisme. Bon, vous avez parlé du cas du Maghreb, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord. On sait ce qui se passe en Libye.
Bon, peut-être on va dire que la Libye est un pays en guerre, mais il y a des pays qui ne sont pas en guerre, où les ressortissants d'Afrique noire ne sont pas les bienvenus. Dans les autres pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, ne sont pas les bienvenus. Ça veut dire que le panafricanisme est beaucoup plus dans des textes, dans des institutions, alors que sur le terrain, dans les actes quotidiens, cela ne se pratique pas du tout. Ça veut dire que, j'ai dit tout à l'heure que pour que le continent se réveille enfin et émerge, il faut que les Africains apprennent à s'accepter mutuellement. Et on a coutume de dire que l'ennemi de l'Afrique, c'est parfois d'abord l'Africain. L'ennemi de l'Africain est d'abord l'Africain. Or, parfois, on laisse l'ennemi proche pour chercher l'ennemi lointain. Et l'ennemi lointain étant les anciens colons, ou les Européens, les Américains, ainsi de suite, avec leur impérialisme, avec leur colonisation, avec leur néocolonialisme. Or, parfois, l'ennemi est juste à côté, avec toutes ces divisions qui déchirent le continent. J'ai été ahuri l'autre jour d'apprendre qu'en Éthiopie, il y aura encore un référendum dans une région d'Éthiopie où la population sera consultée pour savoir si elle veut l'indépendance. Ça veut dire que la balkanisation du continent va se poursuivre. Et quand cela arrive, ça donne des idées à d'autres populations, d'autres pays qui disent que si ça arrive en Éthiopie, pourquoi pas nous? D'où la nécessité d'y mettre un terme, parce que si on va dans ce sens, on donne raison à ces Européens qui, en 1884-1885, ils ont balkanisé le continent africain au cours du deuxième congrès de Berlin, en partageant systématiquement l'Afrique comme un gâteau, comme le disait le roi des Belges Léopold II. Là, il dit que c'est un gâteau, on va partager, chacun aura sa part, c'est ce qu'ils ont fait. Or, en 1963, à la création de l'OUA, on peut dire que l'OUA a pris acte en acceptant cette balkanisation, en disant que les frontières laissées par les colons sont intangibles. On ne doit pas les modifier. Bon, malheureusement, on les a modifiés depuis lors dans le mauvais sens, c'est-à-dire en multipliant d'autres pays africains. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, 54 États pour pour 30 millions de kilomètres carrés. Qui est en cours. Qui est en cours de vouloir être créé, tout cela. Donc, pour répondre à la question, il y a des choses concrètes qu'on doit faire, c'est-à-dire en dehors des discours qu'on tient pour dire que l'Afrique est unie, ou bien les Africains vivent en parfaite harmonie entre eux. Ce n'est pas le cas. Il faut trouver de l'emploi. Il faut trouver de l'emploi. Or, l'Afrique, c'est le continent riche c'est-à-dire qui, sur le plan mondial, on parle de 30% de l'ensemble des ressources minières dans le monde se trouvent sur le continent africain. Or, ces richesses sont pillées systématiquement depuis la fin de la colonisation par des bandits de tout chemin venus de proches, c'est-à-dire des régions proches ou des régions lointaines. Et ces bandits entretiennent la violence sur le continent, parce que quand la violence règne dans le continent, ils en profitent pour piller, pour voler les ressources comme ils veulent. Vous avez le cas de la République démocratique du Congo qui, parfois les Congolais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont assis sur l'or. Ils sont sur l'or et ils s'entretuent entre eux parfois. J'ai été ahuri que le président Tshisekedi mette des mois, 6, 7, 8 mois avant de former un gouvernement. Or, les gens sont en train plutôt de se disputer des postes ministériels alors que le pays est en crise, alors que le pays brûle avec des groupes armés parfois incontrôlables, pilotés de l'extérieur, qui s'enrichissent sur le pays. On a à Kinshasa en train de se disputer le pouvoir. Donc, bref, les Africains ont autre chose à faire que de s'en prendre à d'autres Africains. Or, ils gagneraient beaucoup plus à s'unir, à s'entendre, à entretenir des relations entre eux. Et c'est cela qui va leur permettre de s'affranchir définitivement de cette domination qui date de plusieurs siècles,
qui a commencé par la traite négrière, qui a continué par la colonisation et qui continue de nos jours par le néocolonialisme et le libéralisme sauvage qui infeste l'air ambiant. Voilà, on espère que nous allons briller ensemble ces chaînes de l'esclavage qui jusqu'à aujourd'hui encore nous serrent les poignets et même encore les chevilles, parce que l'Africain aujourd'hui n'arrive pas à avancer. On a comme l'impression qu'il y a encore la pesanteur de ces chaînes-là qui empêche l'Africain d'avancer. On va donc sortir de cette émission Panafricanisme 101 par votre ouvrage, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ces guerres, ces divisions, on a comme l'impression que tout cela englobe, fait partie de ce que vous avez dit dans votre ouvrage, le terrorisme. Il est vrai que le terrorisme, c'est sur toutes les formes. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce livre que vous avez écrit il y a quelque temps, Le terrorisme international d'hier à demain, préfacé par Joseph Vincent Toudaïbodé, qui est un géostratège, postfacé par Mathias Eric Ronanguini. Alors, cet ouvrage de près de 500 pages que vous avez commis est disponible où? Comment les Africains peuvent l'avoir? Parce que c'est un travail qui a été fait par des Africains pour les amener à comprendre que pour vivre dans la paix, pour construire une paix durable, il faut mettre un terme au terrorisme. Et il n'y a pas que le terrorisme national, il y a également le terrorisme international. Oui, justement, Louis Roger, à propos de cet ouvrage qui a été publié en mars 2016, j'ai considéré cet ouvrage comme ma contribution personnelle à la lutte contre le terrorisme dans le monde. Parce que si vous lisez quelques fragments de l'ouvrage, bon, il est question de dire que le terrorisme qui sévit dans le monde actuellement a commencé il y a de cela longtemps et pourrait durer encore longtemps si des mesures appropriées ne sont pas prises à son encontre. Or, nous nous rendons compte que des mesures appropriées ne sont pas prises parce que les groupes terroristes les plus violents qui ont le vent en poupe dans le monde ont été formés et entretenus par des Occidentaux et leurs alliés arabes. Et les Africains sont parfois des victimes, c'est-à-dire des victimes collatérales. Or, on se rend compte que sur le continent africain, le continent africain a été transformé en un véritable nid de ce terrorisme, parce que des pays même qui étaient épargnés de ce mal sont devenus des pays soumis, attaqués par les terroristes. Et des mesures appropriées gagneraient à être prises. Donc, mon ouvrage essaie de dire que en utilisant la violence extrême pour combattre le terrorisme, on permet plutôt aux terroristes de prospérer davantage et que d'autres méthodes peut-être plus efficaces à travers la paix, à travers la résolution des problèmes qui ont entraîné les gens à prendre les armes contre les populations ou bien contre le gouvernement, à travers la résolution de ces problèmes, on pourrait même prévenir le terrorisme avant même de le laisser éclater et essayer de l'éradiquer sans pouvoir le faire. Donc, cet ouvrage est disponible dans les librairies ici au Cameroun, mais j'ai le projet de le faire traduire en d'autres langues, notamment en espagnol, en anglais, voire en arabe, parce que c'est une menace globale. C'est-à-dire le livre gagnerait à être distribué dans le monde entier. Cela veut dire que si j'avais même lancé parfois un appel à parrainage, c'est-à-dire que si j'avais eu une opportunité pour pouvoir faire traduire cet ouvrage en ces langues-là, ça permettrait qu'il soit diffusé sur l'ensemble du continent où nous avons plusieurs langues et même à l'échelle internationale. Voilà. Donc aussi, si les gens peuvent me contacter par Facebook, tout cela, ils pourraient entrer en possession de l'ouvrage. Voilà, merci. On mettra votre adresse Facebook donc au bas de l'écran pour les internautes africains qui voudraient rentrer en possession de cet ouvrage. Merci infiniment, M. Simon Yefou, d'être donc venu et de parler avec nous de ce regain de violence et de ces actes de xénophobie du côté de l'Afrique du Sud et bien évidemment dans d'autres pays sur le continent africain. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés. C'était donc Panafricanisme 101. Retrouvons-nous
d'ici quelques temps seulement pour une autre édition. Très bonne suite de programme sur Africa TV.